Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Oui, bon, et merci beaucoup. Bienvenue. C'est le sujet de cette soirée, quand même un sujet assez lourd. Et donc, on va parler de situation au Moyen-Orient. Et ce ne sera pas fan. C'est peut-être intéressant et important, mais c'est pas très léger et fan. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Moi, depuis voilà, la plupart de ma vie adulte, je travaille dans la recherche et dans l'activisme politique lié au conflit. Et j'ai beaucoup d'expérience de parler sur le conflit, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me transmettre, comment dire, de servir comme transmetteur de parole des autres. Je pense que c'est important. Je vais essayer de transmettre un peu de voix israéliens et surtout palestiniens. Le premier qui parle, c'est Asaf David, c'est un ami et un collègue, un chercheur qui est né et grandi dans une des colonies juives dans la Cisjordanie les plus radicales, à côté de Hébron, la ville d'Hébron. Et il était beaucoup d'années dans l'armée, dans le renseignement. Il a perdu un œil dans un attentat suicide à Jérusalem. Et aujourd'hui, il est un des voix les plus critiques et les plus pro-palestiniennes dans le discours public en Israël. Donc c'est quand même quelqu'un qui a vécu des changements radicaux. Et il y a une organisation de droits de l'homme israélien qui s'appelle B'Tselem. Et c'est ce qu'il a dit aux ouvertures d'une soirée, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Et j'étais touché. Je commencerai par dire que je suis juif israélien. C'est une identité dans laquelle je suis né. Je ne l'ai pas choisi. Et je pense que qu'en cette période de génocide, cette identité est aussi un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer en tant que juif israélienne. Je ne peux pas être palestinienne, même si je le voulais. Si je n'assume pas mon identité, si je prétends être palestinien, je serai encore moins utile aux Palestiniens que je ne le suis maintenant. Or, ce rôle et cette identité de juif israélienne consiste aussi à faire partie de ma communauté juive israélienne, même quand elle commet un génocide. Même quand elle commet un génocide. Car lorsque j'agis en son sein, même en marge, peut-être que je me trompe, mais je crois que moi-même, et tout ce qui d'entre nous qui sommes dans cette position, qui est pas beaucoup, avons plus d'influence que si nous agissons simplement en dehors de leur entreprise. Ça veut dire, par exemple, en France ou ailleurs. Cependant, je suis également impliqué dans les démarches diplomatiques. Ah, bah, moi, j'ai ajouté, ça c'est mon phrase. Cependant moi aussi, je suis engagé en Israël, dans le discours public, dans le discours, le travail que je fais. Mais moi aussi, je suis engagé dans le travail diplomatique, le travail international. Je travaille avec l'Union européenne, je travaille avec les Américaines. J'étais à l'Élysée en juin quand le président Macron a commencé à faire le démarche vers les reconnaissances d'État palestinien. Donc, mais je suis d'accord avec Asaf qu'il faut travailler dans notre société. C'est là où on est le plus d'influence. Asaf continue et dire en tout cas, cette idée guide les choses que j'écris, les choses que je fais, les formulations que je choisis. À mon avis, il y a une différence entre une position analytique et une position politique. D'un point de vue analytique, nous pouvons affirmer que nous, ça veut dire les Israéliens et les Palestiniens, j'imagine, mais surtout les Israéliens, que nous sommes arrivés exactement là où nous voulions aller. Et que le processus historique a été presque ininterrompu pour nous y conduire. De ce point de vue analytique, qui comprend également où nous en sommes aujourd'hui, il ne reste plus qu'à écrire, documenter et déplorer, lamenter peut-être. Et je pense que se lamenter maintenant ne servira à rien. Pour mettre fin au génocide, il faut agir. L'action est une position politique. Et la position politique ne tient pas compte de l'analyse. Autrement dit, elle peut guider mon action politique. Mais dans l'action politique, j'agis face à la réalité. Et le prochain
mots sont les journalistes israéliens le plus important aujourd'hui qui couvrent ce qui se passe à Gaza. Les Israéliens, ils ne reçoivent pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à Gaza. Et cet journaliste qui est un voisin de nous et un ami aussi, peut-être, je pense qu'il va recevoir le Pulitzer pour son travail en Israël. Il est menacé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui il a couvert l'attaque de 7 octobre qui était très très dure. Il a vu des atrocités déjà et les premiers jours, même le jour même de attaque. Et après, il a continué tout de suite à couvrir ce qui se passe à Gaza. C'est pas très simple parce que les journalistes peuvent pas entrer à Gaza. Mais c'est ce qu'il a écrit hier. Et pour le début des jours de Kippour. Et j'ai pris une petite morceau de ce qu'il a écrit. Netanyahou et son gouvernement défaillant sont responsables des 2 catastrophes les plus terribles de l'histoire de l'État d'Israël. Les massacres de 7 octobre et la réponse israélienne à ces massacres. Lors de première catastrophe, environ 1200 personnes ont été assassinées, des femmes et des enfants ont été enlevés et de terribles crimes contre l'humanité ont été commis. Voilà, je dis que ce ne sera pas léger, mais... Lors des deuxièmes catastrophes, nous avons tué, moi j'ajoute, nous, c'est l'État d'Israël a tué, mais nous, les Israéliens, peut-être la société, des dizaines de milliers de civils, causé la mort d'otages, apporté de destruction à une région entière du pays, provoqué une famine massive et commis d'innombrables crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Rafah, depuis l'été, elle n'existe plus. Il n'y a pas une ville comme ça déjà. Donc tu as parlé de Rafah, il y a quelques lignes de maisons à 2002 qui étaient enlevées à côté de route Philadelphie, entre Égypte et Gaza. Mais aujourd'hui, cette ville n'existe pas. La première catastrophe a causé un traumatisme qui se fera sentir pendant des décennies. Le 7 octobre, oui. Mais les secondes, ça veut dire depuis le 8 octobre, la réaction d'Israël. Ouais. La seconde a détruit les fondations sur lesquelles l'État d'Israël était bâti. La légitimité internationale, les liens politiques et économiques avec le monde occidental et la solidarité interne de la société israélienne. La deuxième catastrophe, pour de plus en plus de personnes et des entités à travers le monde, à prendre leur distance avec ces crimes et les criminels qui le rendant possible. Ce phénomène est déjà présent et se poursuivra à l'avenir. Boycott, sanctions, dégoût et méprise pour tout ce que l'État d'Israël symbolise. Voilà, je saute un peu. Et comme dans le monde, il en va de même en Israël. À mesure que la vérité éclate et que l'opinion publique assimile l'horreur dans toute sa gravité, de plus en plus d'Israéliens chercheront à prendre leur distance de ce crime. Aujourd'hui déjà, beaucoup refusent d'y prendre part, immigrent et ont honte de leur identité. Et vous allez voir aussi dans le Vallée de la Drôme, de plus en plus d'Israéliens. Il y a beaucoup d'Israéliens qui quittent à cause de ce qui se passe en Israël depuis déjà un moment, mais ça sera, et c'est déjà ancré dans les données, dans les data, on sait qu'il y a beaucoup d'Israéliens éduqués et humanistes qui quittent le pays. Ce n'est pas un bon direction pour un pays quand l'intelligentsia quitte. 82 000 citoyens sont partis en 2024 de l'État hébreu. Si on prend l'équivalent dans les chiffres en France, je ne sais pas, peut-être ma femme peut aider avec la calcul, mais ce sera 1%, donc ce sera quoi, 600 000 quand même. Mais ce ne sont là que le contour de détresse, ces appendices. La véritable détresse, c'est la mort tangible des dizaines de milliers de personnes, sous les décombres, sous les balles des soldats en attendant de la nourriture. Mort lentement des femmes
dans les hôpitaux, les nombreuses vies fauchées, les masses mutilées, les réfugiés dont le corps erre les jours, dont le sommeil erre la nuit, l'immense souffrance qui accompagne les deuils, les blessures, les traumatismes, et les villes entières anéanties, réduites à l'état de tas de décombres et de poussières. Donc, en ce moment, je veux lire quelques témoignages de Gaza que quelques de mes amis ont pris comme un projet de traduire de l'arabe à l'hébreu et de le diffuser dans la société israélienne, dans les réseaux sociaux, dans l'espace public. J'ai rentré de Jérusalem, je te montrais des photos. Il y a beaucoup de manifestations anti-guerre dans les villes. Il y a des groupes des Israéliens qui portent des photos d'enfants palestiniens qui étaient tués dans la guerre et qui sont debout autour de cette manifestation. Et c'est ça que tu m'as dit qu'il faut peut-être faire connaître en France, qu'il y a des voix anti-guerre en Israël. C'est vrai que c'est une minoritaire et c'est pas même très safe de faire ça en centre-ville de Jérusalem, à Tel Aviv, tenir les photos des enfants israéliens et palestiniens. Mais ça existe. Et donc, ce témoignage en arabe était traduit en hébreu et moi je l'ai traduit en français avec Chloé aussi qui m'a aidé. Et donc c'est assez récente, mais voilà, juste quelques exemples. Après peut-être je peux continuer, j'ai beaucoup de textes donc je vais peut-être pas lire tous et en plus certains ici sont pas faciles. Et oui, ça va. Donc là, c'est qui? Anas Rehan, 12 septembre. La situation dans l'ouest de la ville de Gaza est au bord du désastre. Des centaines de familles déplacées gisent à terre, à l'air libre, sans abri, sans nourriture, sans eau potable, ni soins médicaux. Il n'y a ni médicaments, ni pain, rien qui puisse assurer leur survie. J'appelle à la solidarité immédiate. Donc, en fait, c'est des appels dans les réseaux sociaux. Les gens, ils appellent à la solidarité immédiate dans la zone d'ouest de Gaza. Donner aux familles des rations de nourriture et d'eau, du lait maternisé, voilà, des couvertures et du matériel médical. Tenez bon, aidez-les dans ces circonstances difficiles. Abdallah Sharshara, 13 septembre. J'ai vécu des horreurs difficiles alors que je rendais visite à ma famille vivante à Tel El-Hawa. Tel El-Hawa, c'est un quartier du sud-ouest de la ville de Gaza. Bon, Gaza, c'est une bande territoriale. Il y a 3-4 villes. Il y avait 3-4 villes. Et il y a 2 millions de personnes qui vivent là-bas. Et donc, il les rendre visite dans ce quartier qui s'appelle Tel El-Hawa. Un officier de l'armée d'occupation a appelé l'un des voisins et lui a ordonné d'évacuer tout un quartier résidentiel à l'ouest de la place de El Khor, qui comprenait 2 immeubles et 4 maisons. Peu après mon arrivée, j'étais contraint de prendre mes enfants et mes affaires et de quitter précipitamment les lieux sous un bombardement aérien intense. Des éclats d'obus volaient dans tous les sens et les maisons s'effondraient autour de nous. Je me suis retrouvé à porter mon plus jeune neveu sur mes épaules, tout en traînant bagages et affaires. Mes parents, ainsi que ma belle-sœur et ses 3 enfants, étaient avec nous. Après une longue et pénible marche, nous avons réussi à trouver un véhicule qui nous a conduits en lieu sûr. Mais des avions ont bombardé la maison en face de nous, près de Carrefour Hamid, à quelques mètres de nous. Le choc et le sentiment de danger pour nos vies se sont intensifiés. Gaza traverse ces jours les plus sombres. Priez pour nous
aider ceux qui en ont besoin. Mohamed Tamraz, le 16 septembre, au milieu de la nuit. Un bombardement sauvage a coûté la vie de Mahmoud Saïd Tamraz à son épouse, Islam Maher Tamraz, et à leur fille Rose ce matin. Ils ont rejoint leurs enfants, Saïd et Aylin, montés au ciel au début de la guerre. La famille a été pleinement réunie au paradis. Ils reposent éternellement loin de ce monde criminel et déchaînée, paralysée et impuissante face à la machine de mort et d'extermination sioniste. Nos plaintes s'adressent à Dieu. Il y a des refuges qu'en lui. Voilà, dernière deux courtes. Ahmad Shaheen, le 16 septembre au milieu de la nuit. Lors d'un massacre survenu hier soir, l'occupation a bombardé tout un quartier résidentiel du quartier de Daraj. Les maisons de famille Taha, Masoud, Sawafiri, Khanjouri et Sakala se sont effondrées sur leurs habitantes. On compte des morts et des disparus. L'extermination collective se poursuit. La dernière, c'est Kour Mahmoud Diab, le 17 septembre, à 9h du matin. C'était une nuit d'enfer à Gaza. L'une des nuits les plus dures de la guerre. Les bombardements n'ont pas cessé un seul instant. Je ne vais pas lire les derniers morceaux. Je n'ai pas pris de petits extraits, mais je vais juste raconter en quelques mots que c'est aussi quelqu'un que je travaille avec et il est un avocat des droits de l'homme israélien il est assez connu, il travaille avec quasiment toutes les organisations israéliennes qui luttent contre l'occupation, l'oppression et pour les droits des Palestiniens. Et il a écrit un article, un morceau dans le journal, le seul journal s'appelle Haaretz, La Terre, ça s'appelle La Terre. Mais les Israéliens, ils disent La Terre pour la terre d'Israël. Donc tu reviens visiter la terre, ça veut dire Israël. J'étais là-bas, j'étais à la terre. Donc c'est une autre manière de parler. Ça symbolise quelque chose quand même. Donc ce journal, c'est le seul journal qui amène des témoignages assez critiques en ce moment. Et il a écrit comment c'est d'être partie d'une famille de crimes. On dit comme ça, le mafia, c'est une famille criminelle. Donc il dit, moi je suis israélien, je suis juif, et ma famille, c'est une famille criminelle. Et c'est quoi le choix que j'ai quand ma famille, c'est une famille criminelle? Et il parle de son expérience. En fait, c'est lui qui m'a aidé à comprendre. Son grand-père était un Polonais qui était un des sociologues les plus importants dans le dernier siècle, le XXe siècle. Il s'appelle... maintenant, tu te souviens? Il est assez connu, il est un postmoderniste, il était polonais, ça va revenir. Il était polonais et il a immigré en Israël et après il a quitté Israël. Il est devenu un sociologue assez important, donc il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est Michael Sfard qui parlait du fait qu'il est assis à Tel Aviv, prendre un cappuccino, et en attendant que son fils va finir un cours de foot ou je sais pas quoi, et pendant qu'il y a 60 km de lui, il y a une famine industrialisée, une famine qui était comme on dit, ingénieurée, organisée par l'État, qui peut facilement être résoudre, qu'il y a un génocide, qu'il y a une horreur, une atrocité qui passe juste à côté. Il a dit, moi je comprends comment ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Une ville était en train de détruire et l'autre ville les gens vécu leur vie. Et nous, on a toujours posé la question. Comment ils ont vécu là-bas quand des choses comme ça sont passées. Mais aujourd'hui, on sait. On sait, et c'était ici aussi dans la Drôme. Quand les gens ont vécu leur vie pendant que les Juifs étaient en train de fuir par les Alpes, et ailleurs, en Suisse, etc. On connaît que cette réalité, pour nous, c'était une imagination d'histoire. Aujourd'hui, c'est notre réalité. Parce qu'en Israël, les gens continuent à vivre leur vie, se marier, se divorcer, faire l'amour, faire des enfants, aller à l'école. Tout continue, en fait. Tu ne peux pas arrêter ta vie. Mais à côté de tout ça, il y a une guerre criminelle.
et une atrocité, une génocide qui est en train de passer. Et Michael Sfard, il a écrit beaucoup de ça. Et dans ce morceau, il a écrit sur en fait, cette famille criminelle qui est sa famille. Et qu'est-ce qu'on fait quand notre famille est en train voilà, de devenir une famille criminelle? Est-ce qu'on quitte? Je ne peux pas dire c'est pas à mon nom. Parce que même si je dis ça, en tant qu'Israélien, c'est à mon nom. C'est à mon nom. Moi, je paye le taxe, je participe, je suis partie de la société. Et alors, tu peux quitter ou ne pas quitter, mais il faut que tu prennes responsabilité, il faut que tu prennes une position et lutter pour un meilleur avenir. Et donc, il donne des exemples de Godfather, de Mafia, de film Mafia, et il y a un enfant là-bas qui ne veut pas être comme sa famille, mais il finit, les parents, voilà, les parents. Mais il finit finalement d'être le directeur de cette organisation des crimes. Et comment nous on fait pour pas être complice, comment on dit, complice dans des crimes? Et un des mécanismes le plus fort de leader criminel, c'est de rendre toute la société complice. Avant que tu comprennes ce qui se passe, tu es déjà complice et donc tu es obligé de créer un mécanisme de rationalisation pour justifier. Aussi avec le fait que le traumatisme de 7 octobre continue. D'abord parce que Netanyahu il a fait tout ce qu'il peut pour perpétuer la guerre et ne pas ramener les otages. Et il a des partenaires très bien en Hamas. Et donc, ensemble, ils perpétuent la guerre sur le dos d'abord des Gazaouis, mais sur le dos de tout le monde, parce que les Palestiniens sont les premières victimes, mais les Israéliens ils sont aussi les victimes de cette guerre. Aujourd'hui, j'ai lu que la santé publique des Israéliens elle a dégradé dans un niveau très important. Le stress, les problèmes mentaux des enfants, les pressions des sangs. Et on sait ça parce que si on fait un metadata de montre smart, comme on dit. Mais c'est facile maintenant. Et aujourd'hui, tu peux avoir des données assez larges de santé publique. Et on voit les derniers 2 ans qu'il y a une dégradation assez importante de santé publique. Donc oui, on est israélien, donc on parle aussi de notre société, même si moi, je voulais lire quelques témoignages de Gaza pour donner un voix, et il n'y a pas de Palestiniens à côté de moi. Et c'est vrai qu'après, Israéliens, ils payent un prix aussi. Mais on est tous connaissent des soldats de réserve, des réservistes. Il y a pas mal de gens qui, même s'ils ne trouvaient pas de boulot, ils travaillent aujourd'hui dans les réserves. Donc tu participes. Tu participes tant que société, tant que citoyenne. On est tous complices et on est obligé de rationaliser et justifier cette guerre. Et ça, c'est un travail d'une organisation de crimes qui rend les partenaires complices. Et comme ça, ils ne peuvent pas sortir. Et ils sont obligés de justifier et rationaliser cette réalité. Ils participent. Et donc, nous, les Israéliens conscients qui font partie de cette organisation des crimes, on ne peut pas dire c'est pas à mon nom. Moi, je m'éloigne de ça. Non, je ne veux pas savoir. Et on a un rôle à jouer, comme je commençais avec ça. Et je vais finir avec quelques mots personnels. Et quand même, je dis qu'il y a des Israéliens ici, je ne peux pas parler pour eux, mais je parle pour moi. Moi, je n'ai pas immigré en France. Je venais pour 2 ans avec Chloé et pour un congé de recherche. Et donc, Israël, ce n'est pas juste un autre pays. Et pour moi, de toute façon, pour beaucoup de gens que je connais, je ne peux pas parler pour les autres Israéliens dans la salle, mais pour moi, Israël, ça fait partie d'une identité, d'une passé, d'une tradition, d'une culture. Et donc cette crise qui met en question l'avenir d'Israël même, et surtout l'avenir de ma relation avec mon pays, et ça rend la vie un peu dure, parce que oui, c'est vrai, je vis avec tout le monde, j'ai la chance j'ai une famille que j'aime, et on manque pas de moyens à vivre, etc. Dans notre petite boule, on est bien. Mais il y a un grand nuage noir au-dessus de ma tête depuis 2 ans. Depuis le 7 octobre, qu'on était à notre maison très tôt le matin, samedi, on était descendu à l'abri, on a déjà très vite compris qu'il y a quelque chose de grave qui passe. À ce matin-là, Chloé et moi, on a regardé comme ça, dans les yeux, on a dit, on commence à lancer l'autre année sabbatique. Parce que quand tu vois
les voitures blanches de Hamas dans les villes en Israël, tu te dis, ça va pas finir bien. Quelques jours après, j'ai déjà écrit mon premier article qui disait qu'Israël va et peut-être faire un génocide. C'était publié le 18 octobre et 2023. Et donc, entre octobre 23 et août 24, j'étais dans ma ville natale, à Jérusalem, mais j'ai senti en l'exil. Parce que tout le monde autour de moi était en train de justifier. Jusqu'à fin octobre, déjà, il y avait 8000 morts à Gaza. Jusqu'à fin novembre, c'était double. Ce n'est pas les chiffres qu'on connaissait avant. Et c'était clair, même si là, on ne savait pas qu'aujourd'hui, on est 65 000, 18 000 et quelques enfants, 1000 bébés qui étaient morts. Il y avait 36 enfants qui étaient tués le 7 octobre. Il y avait 18 000 enfants qui étaient tués à Gaza. Et donc là, déjà, j'étais à l'exil dans ma ville natale. Et ici, on pose beaucoup de questions sur notre avenir. Est-ce qu'on revient là-bas avec nos 3 garçons dans cette société qui, même si Netanyahou, demain, il disparaît, et il y aura une démarche énorme dans cette société à se confronter ce qui s'est passé. Est-ce que c'est plus facile? Bon, Stefan Zweig, il a répondu à cette question. Il a dit, c'est plus facile d'être à l'exil physique dehors de mon pays natal qu'à l'exil dans ma maison. Donc je finis avec Stefan Zweig, je pense que c'est pas mal déjà.